Dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique, il sera question d'un film particulier. Alors, je vais vous dire ceci, il faut parfois que je sélectionne un film dont j'ai quelque chose à foutre, car voyez-vous, il y a pas si longtemps que ça, j'étais dans une gare, et alors sur les gares, maintenant, se trouvent des écrans, et sur les écrans, il passait des trailers pour les films d'aujourd'hui, et les films d'aujourd'hui, c'était, semble-t-il, Tomb Raider. Alors la femme qui joue Lara Croft est une femme magnifique, c'est certainement une excellente actrice, mais elle ne ressemble pas dans ma tête à ce à quoi Lara Croft est censée ressembler, qu'on prenne qui peut, et que de l'autre côté, ils avaient encore et toujours des publicités pour le film Gaston Lagaffe, l'adaptation, bien entendu, du fameux classique de la bande dessinée belgo-française, les enfants, et non pas franco-belge. Donc, je me suis dit, quitte à y être, autant choisir un film qui, certes, lui aussi, est totalement réalisé pour faire des entrées, mais qui se trouve être un film qui est important d'un point de vue historique, qui est maintenant devenu la formule que Marvel sort à chaque fois qu'il est question d'introduire un nouveau personnage dans les MCU, et contrairement au nouveau Spider-Man, vous savez, ce sont ces jeunes gens anglais, ils ont un corps des faibles, ils ont finalement ce type de physique qui vous vendrait des slips à une époque dans les catalogues de la Redoute, et toute la capacité à jouer la comédie qui va avec ce type de qualification, et que voilà, quand on regarde le film de Sam Raimi, le génie de Royal Oak au Michigan, de Royal Oak dans le Michigan plutôt, on se retrouve simplement face à ceci, l'évidence que le réalisateur aime Spider-Man, qu'il a lu Spider-Man quand il était petit, et qu'il a compris d'un point de vue spirituel, d'un point de vue personnel, d'un point de vue presque philosophique, ce que c'est d'être Spider-Man et ses personnages divers qu'il avait lus dans le run des comics de Romita Senior dans les années 60, peut-être même dans le début des années 70, et que c'est de ça, en quelque sorte, qu'il sera question dans cet épisode, d'un film qui a un cœur, d'un film qui a une âme, d'un film qui a choisi des personnages et qui a su les faire jouer par des gens qui n'étaient pas doués dans le domaine de faire des efforts pour leur corps par le sport, non, mais qui avaient bien entendu cette capacité de faire l'effort, de pouvoir le faire, cet effort, il le fait en jouant de manière un tout petit peu mécanique des personnages qui étaient écrits comme des personnages de comics. Et c'est de ça dont il sera question dans cet épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémarture. Alors, je vous l'ai dit, je suis très sérieux, regardez, c'est le visage que je fais quand je suis sérieux, mais ce film Spider-Man, le film de 2002, il n'y a pas d'autre film Spider-Man. Pourquoi est-ce que je me fatigue à faire tous ces incroyables qualificatifs? C'est un film qui a une jonction intéressante, c'est le signe jonction que je fais avec mes mains de l'histoire du cinéma américain. Alors, il se trouve que, bien entendu, en 2002, ils se sont rendus compte qu'il leur était possible d'utiliser cet artifice moderniste, celui de la 3D, ce qui veut dire des images de synthèse. Ce n'est pas une synthèse des images que vous avez ici proposées, mais bel et bien des images qui sont réalisées de manière factice à l'intérieur du système cybernétronique des ordinateurs de l'époque, et qu'ils se sont rendus compte qu'il était possible de remplacer l'acteur principal par une version en 3D qui fait les galipettes à sa place, que voyez-vous, c'est ainsi qu'on a inventé cet artifice. Mais c'était tellement coûteux à l'époque, le film devait coûter 70 millions de dollars, il finira par coûter quelque chose comme 112 millions de dollars, si j'ai bon souvenir, qu'ils se sont rendus compte que c'était particulièrement coûteux de faire tout ceci. Or, de nos jours, l'écran doit être rempli d'images en 3D, qu'on a l'impression qu'on regarde une mauvaise cinématique de jeu vidéo et pas réellement un film. Tandis qu'ici, c'est tellement coûteux qu'on peut le faire uniquement avec parcimonie. Il faut construire des décors, avoir des acteurs qui jouent des émotions avec leur physique, un peu comme en quelque sorte ces incroyables artifices de scène qui nous viennent du monde du théâtre. C'est un film très théâtral. On s'est payé des acteurs professionnels qui sont compétents dans leur domaine d'activité pour donner un cœur à des personnages qui à l'époque n'étaient pas censés vendre simplement des jouets, non, mais qui étaient bidimensionnels, car vous les avez peut-être vus sur papier. Il me semble assez évident que l'adaptation de ce Spider-Man se trouve être celui des débuts de Ditko, de Romita Senior,
sort, certes, des débuts de ce personnage. Vous avez peut-être vu, c'est certain, c'est celui-ci, celui d'Amazing Fantasy, ce qui est bien une référence aux comics que la plupart des gens qui regardent les films du MCU ne peuvent pas comprendre, car pour eux, bien entendu, Peter, un personnage que certes, moi je connais par cœur, peut-être vous aussi vous connaissez par cœur, j'utilise cette phrase maintenant depuis près d'un quart de siècle, se trouve être un geek qui est mal dans sa peau, qu'il n'est pas particulièrement joli, il pense qu'il est drôle, mais son humour est pas terrible, ce n'est pas en quelque sorte, vous savez, un magnifique effet anglais, bien entendu, avec une coupe de cheveux qui montre le fait qu'il est déjà en train de perdre ses cheveux, qu'on ne sait pas précisément pourquoi, mais tous les Peter Parker qu'ils ont sélectionnés pour jouer Spider-Man ces dernières années semblent être touchés par une forme de calvitie précoce assez particulière, mais qu'il faut se dire ceci, voilà, ce n'est pas un homme qui est beau, qui fait des blagues, les femmes l'aiment bien parce qu'il est cute, et que décidément on ne dirait pas un personnage tiré d'une série Nickelodeon, comme je sais pas, moi par exemple les Thundermans, ou je sais pas, les Thundermans, c'est un bon exemple. Donc voilà, ce n'est pas non plus une de ces séries Disney, etc., c'est simplement ceci, c'est un homme qui n'est pas aimé par les autres, qui a perdu son père, on ne sait pas où est sa mère, qui est élevé par sa tante et son oncle, Ben, bien entendu, vous en aurez déjà entendu parler, c'était Laura dans ce film si particulier qui s'appelait Willard. Oui, c'est une référence à Willard. Donc, on se retrouve ici avec une situation très particulière où je n'ai pas réellement besoin de faire des efforts particuliers pour éviter de vous spoiler, car vous savez certainement ceci, c'est l'histoire d'un homme, hein, il est mordu par une araignée, si ça c'est pas étrange, parfois elle est radioactive, ici elle est réalisée par le génie de l'engineering génétique, dites ça 4 fois très vite et vous serez réellement doué, je ne vais même pas essayer, et il faut se dire ceci, donc il y a l'araignée, et ça le mord sur la main, alors il peut faire et il s'est envoyé, et je suis certain que les puristes n'aiment pas particulièrement ça, de la toile organique à travers ses poignets. C'est en quelque sorte l'histoire d'un jeune homme qui, quand il était jeune, s'est rendu compte qu'il était capable d'expulser de son corps de gigantesques quantités de fluide blanc avec la force de son poignet. C'est bel et bien quelque chose que la plupart des hommes qui sont de l'autre côté de l'écran peuvent comprendre comme une blague sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ça, c'est le mouvement de l'âge adulte, je suis en train de le faire. Toujours est-il que c'est un film qui a la particularité, c'est certain, d'être réalisé par Sam Raimi, le fameux génie qui a réalisé certains des meilleurs films de super-héros de l'histoire de l'humanité. Vous savez, il a fait Darkman, et Spider-Man 2 est celui-ci, et toujours est-il que voilà, c'est un réel cinéaste, et c'est un cinéaste, certes, qui, dans ce cas-ci très particulier, a battu quelques-uns des plus grands talents de la discipline, car il faut se dire qu'à l'époque, ce film aurait pu être réalisé par James Cameron, c'est lui qui a écrit Le Premier Traitement, à l'époque, il voulait qu'Electro soit le méchant, il a aussi battu M. Night Shyamalan, qu'il aurait pu réaliser ce film, ou Roland Emmerich, que on ne sait pas pourquoi il ne l'a pas fait, car c'est certain, ça aurait été probablement le meilleur film de sa filmographie. Alors, ça aurait été sans doute un bien pire film si Roland Emmerich l'avait réalisé. David Fincher était censé réaliser ce film. Ce n'est pas un mouvement particulièrement gratuit et vulgaire, je fais avec mon doigt, je suis en train de faire... Ça, c'est le doigt de David Fincher, il est spécial, c'est pour ça qu'il se tient tout seul, en quelque sorte. Un réalisateur, vous avez vu, pour Zodiac, l'adaptation d'un fameux manga de Masami Kurumada, est-ce que c'est comme ça qu'il s'appelle? De l'homme qui a réalisé Les Chevaliers du Zodiac, vous savez, ils sont toujours tout à trac, les Chevaliers du Zodiac, ou même Yann de Bont, qui à une époque, comment il s'appelle? Est-ce que c'est Kurumada? Il me semble que c'est Kurumada. Répondez-moi dans les commentaires que je suis tellement vieux que j'ai oublié le nom du type qui a fait le manga. Vous savez, Saint Seiya. Et toujours est-il que voilà, on se retrouve dans un moment où il a décidé de faire simplifier le scénario. C'était un film qui à l'époque était censé mettre en place le Docteur Octopus et Electro, et ils se mettent sur la gueule. Et quelque part, il y a un type qui s'appelle le Docteur Kurt Connors, c'est qu'il deviendra le lézard dans le prochain film, et que quand on y réfléchit posément, toutes les mauvaises idées que Sam Raimi a évitées dans ce film particulier pour les jeter à la poubelle ont fini par être la succession des films que vous avez vus ces dernières années, Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, un film qui paradoxalement avait un nom totalement antithétique par rapport à son contenu, et que voilà. Et maintenant, on se bat contre le vautour qui est joué par un ancien Bruce Wayne, car il faut bien éditer dans l'esprit des gens cette particulière idée, il faut même l'y mettre par un processus d'inception, c'est que, évidemment, Spider-Man est plus fort que Batman, c'est pour ça qu'on a pris un vieux Batman. Vous savez, il était dans Birdman à une époque où il disait que jamais plus jamais il ne jouerait de personnage super-héros, donc ils lui ont fait un chèque et décidément il a décidé que c'était une bonne idée, et qu'on se retrouve ici. Alors, chaque acteur est parfait pour le rôle qu'il joue. Vous avez Tobey Maguire, un homme qui est tellement un bon acteur qu'il est prêt à avoir l'air d'un gamin triste quand il pleure. Vous savez, la plupart des gens, quand ils pleurent dans le film, sont là, « Ah, je suis trop triste ». Il y a une goutte qui coule de leur œil, tandis que Tobey Maguire, dans ce film, quand il pleure, il ressemble à ça.
Et ça, hein, pour un acteur, ça s'appelle du courage, avoir le cœur d'être laid, supporter que l'on puisse se dire simplement ceci, c'est que ce gamin, certes, il est moche, et il est vraiment moche, ce qui est paradoxal, vu que c'est bien entendu un gars qui a fait l'intégralité de sa carrière sur le fait qu'il était un joli jeune homme plus ou moins normal, et que c'est pour ça qu'il n'a plus réellement de carrière de nos jours, car il est devenu trop vieux pour les rôles qu'il était censé pouvoir remplir. Vous avez d'un autre côté Kirsten Dunst, qui est parfaite, en fausse trousse, que peut-être elle était top modèle, que peut-être elle deviendra actrice, et ceci et cela, et qui joue donc le rôle de Mary Jane qui, d'une certaine manière, est un peu la girl next door, la fille d'à côté, non pas l'incroyable série AB3 qui était disponible à l'époque. Est-ce que c'était AB3? Toujours est-il que c'est comme ça, on va mettre ça dans la même case que Masami Kurumada. Est-ce que c'est ainsi qu'il s'appelle? Je vais vérifier maintenant, parce que je suis mécontent. Je vais aller dans la pièce à côté, où j'ai ma bibliothèque, je vais aller chercher un manga de Saint Seiya, et c'est ainsi que l'on se retrouvera dans un moment très particulier. Une bande dessinée se casse la gueule au sol, et bien entendu... Wow, great reflexes. Thanks. No problem. J'avais raison depuis le début, il s'appelle bel et bien Masami Kurumada. On va mettre ça ici, comme ça les gens comprennent que je suis totalement incapable de faire une vidéo sur Internet. Toujours est-il que voilà, les personnages sont justes, et ce qui compte dans un film comme celui-ci, c'est bien entendu cela, c'est-à-dire que le rapport entre les personnages est juste. Un personnage comme celui de Peter Parker ne penserait pas qu'il a une chance de sortir avec la femme, que c'est la femme de sa vie, qu'il la regarde de manière assez improbable depuis qu'il a l'âge de 6 ans, qu'on se dit simplement ceci, voilà. Tout fait sens. L'arc narratif majeur du film, ce n'est pas cette histoire d'amour, c'est bel et bien le rapport de respect qu'il y a entre Harry Osborn, joué par Willem Dafoe, l'homme que cela fait maintenant près de 20 ans que les fans essayent de le mettre dans le rôle du Joker, mais que, décidément, il y ressemble un peu trop pour pouvoir se permettre de jouer un rôle comme celui-ci, tout en pensant maintenant qu'il doit avoir quoi, 80, 90 ans, et toujours est-il que voilà, on se retrouve dans une situation où les thèmes fonctionnent, vous voyez. Peter, qui n'a pas de papa, mais qui a un oncle, bien entendu, et qui lui reproche, la dernière fois qu'il le voit, d'essayer de remplir le rôle qu'il n'est pas capable de jouer, c'est-à-dire celui de ce père qui a disparu. Alors pourquoi est-ce que Peter Parker n'a pas de parents? Je vais vous expliquer, parce que évidemment j'ai lu les comics. Alors il se trouve que les parents de Peter Parker n'étaient pas scientifiques comme dans Amazing Spider-Man, c'était des agents du SHIELD qui avaient été envoyés en Turquie pour retrouver Crâne Rouge, ce n'est pas une blague, c'est ça le scénario, et qu'ils ont été tués au service de la patrie, et que c'est ainsi que l'on se retrouve avec un scénario qui n'est pas particulièrement logique, mais c'était ça l'explication dans les comics à l'époque, les vrais comics, sous-entendu, les comics de l'âge d'or de la maison des idées, voyez-vous, ceux qui n'étaient pas réalisés uniquement pour pouvoir faire des films de mauvaise qualité sur le sujet. C'est pour ça que vous avez maintenant 5 Captain Marvel, et que c'est le personnage probablement le moins intéressant du lot qui sera adapté au cinéma. J'aurais préféré que ce soit celle des années 70, qui était une femme avec des pouvoirs photoniques, et qu'elle se trouvait qu'elle avait aussi le pouvoir d'avoir un magnifique afro, parce qu'elle se trouve qu'elle était afro-américaine. Probablement un personnage qu'on serait assez étonné de voir que Marvel n'a pas décidé, parce qu'ils n'ont pas des masses de super-héros afro-américains. Ils ont un super-héros africain, c'est bien entendu la Panthère Rose, mais toujours est-il que voilà, on se retrouve dans une situation, c'est un peu ça qui fait la beauté de tout ceci, c'est que certes, on peut dire ce que l'on veut sur la qualité du jeu des acteurs. Sam Raimi n'est pas réellement capable de comprendre les émotions humaines, c'est un peu un robot, il comprend les tropes narratifs qu'il a vus à la télévision, et je pense qu'il est un peu bizarre dans sa tête, Sam Raimi. C'est pour ça qu'il aime bien taper sur ses acteurs, qu'il aime bien leur balancer du popcorn dans la gueule, etc., mais il faut dire ceci, c'est que quand il est question d'adapter quelque chose aussi étrangement bidimensionnel que les comics, c'est encore un film qui a plus de cœur, plus de passion, plus de réels sentiments et d'émotions que les films sans goût, sans âme qui vous sont vendus chaque semaine pour faire le MCU, dit-il en étant soudain conscient que bientôt il y a un nouvel Avengers qui va sortir et que j'aurais probablement pas dû sortir un film sur un super-héros à ce stade-ci. Dites-vous simplement ceci, c'est un moment majeur du cinéma, c'est un moment particulier, vous dites ceci, oui, d'accord, la qualité des effets spéciaux pourrait être meilleure, mais ce qui compte dans une histoire, ce n'est pas la qualité des effets spéciaux, c'est la qualité des sentiments qu'on vous fait sentir dans votre cœur. Et si vous comprenez ce Peter Parker, vous comprenez ce que c'est un héros, un vrai héros, parce qu'un héros se sacrifie pour les autres. Certes, un héros est capable de faire passer sur le second plan sa vie personnelle pour faire ce que seul lui est capable de faire, car je vous le rappelle, avec un grand pouvoir
viennent de grandes responsabilités. Et c'est ça, la leçon de Spider-Man. Et il n'y en a pas, enfin, il y a Spider-Man 2, mais il n'y a pas deux Spider-Man. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est Tobey Maguire. Alors, il faut aussi dire que c'est un film avec une guest star de luxe. Voyez-vous, ils ont réussi à raviver un bref instant le corps du Macho Man Randy Savage dans le rôle de Bonesaw, et que c'est assez sidérant de se dire que cet homme approchait la soixantaine quand il a pris toutes les stéroïdes du monde pour jouer Bonesaw, et que, évidemment, comme le disait le plus grand poète, le plus grand philosophe du XXe siècle, il est mort, quelque chose comme 8 ans après, d'un massif arrêt cardiaque quand il conduisait sa décapotable, probablement parce qu'il s'était mis en si bonne forme, physique mais pas en si bonne santé, pour jouer Bonesaw, et comme le disait Macho Man, Bonesaw is ready! C'est très dur de faire la voix de Macho Man, et généralement j'ai une angine après. C'est un peu mon côté Peter Parker qui m'a forcé à le faire, en hommage à l'homme que l'on nomme le Macho Man, Randy Savage. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un pouce dans le cul si vous voulez en voir davantage. N'oubliez pas de vous abonner à une autre chaîne si possible, et que si vous êtes poli, peut-être que d'ici une semaine ou deux, je vous parlerai de Spider-Man 2 qui se trouve être le meilleur film de comics jamais réalisé par Sam Raimi. Et c'était de ça dont il était question dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en... Est-ce que c'est Critique en ou Critique du... Critique du Cinéma Arthur.